Les travailleurs d'Air Burkina en chômage technique pour 3 mois. La compagnie clouée au sol à cause de la pandémie du nouveau coronavirus en a ainsi décidé. Durant cette période, les travailleurs auront droit à une indemnisation. On vous en parle en début de journal. Et dans la lutte contre la Covid-19 au Burkina Faso, les forces de sécurité sensibilisent sur le port obligatoire de masques. C'est aujourd'hui qu'ont débuté les contrôles du port obligatoire de ces bavettes qui font partie des gestes barrières anti-Covid-19. Le ministre de la Sécurité s'est porté à cet exercice ce matin même à Ouagadougou. On vous en dit plus dans cette édition. Au sommaire de l'actualité également, l'OMS prévoit une enquête sur la réponse à la pandémie du nouveau coronavirus. Les envoyés de 194 États membres de l'Organisation mondiale de la santé sont en réunion virtuelle du lundi au mardi pour la 73e assemblée de l'organe des Nations Unies. La pandémie de coronavirus est au centre de l'ordre du jour, comme vous le verrez dans quelques instants. Voilà pour les titres du 20h de LCA. Bonsoir et merci de nous suivre. On ouvre cette édition avec l'actualité Covid-19. Depuis l'apparition de la pandémie, elle impacte bon nombre de secteurs d'activité dans le monde entier. Au Burkina Faso, la Covid-19 a cloué au sol les compagnies de transport aérien. Les frontières étant fermées, beaucoup d'entre elles battent désormais de l'aile et la compagnie Air Burkina ne fait pas l'exception. Et pour répondre à l'effondrement du trafic aérien, Air Burkina met en place un dispositif dit d'activité partielle ou chômage partiel pour une période de 3 mois maximum et ce pour l'ensemble de son personnel. Mais durant cette période, la compagnie s'engage à indemniser chaque salarié. Oumou Konaté, Constantin Sieda. Voici le siège de la compagnie Air Burkina. C'est depuis cette tour qui jouxte la place de la nation que la compagnie nationale fait voler ses aéronefs et fait voyager environ 150 000 personnes par an. Depuis 2 mois, après l'enregistrement des premiers cas de coronavirus, le Burkina Faso, tout comme l'ensemble des pays de la sous-région, a fermé ses frontières aériennes, clouant au sol ses avions. Plus de vols, plus de ventes de billets, et pourtant de grosses charges à honorer, dont les salaires des travailleurs. Une facture difficile à supporter. Depuis ce 15 mai, la compagnie a décidé de mettre son personnel en chômage technique. Pendant 3 mois maximum, ils ne percevront plus que 70% de leur salaire brut, tout en restant à la disposition de la compagnie. Au siège de la compagnie burkinabé, ni personnel, ni responsable ne veut commenter cette information qui a fuité au cours de ce week-end. Mais Air Burkina n'est pas seul à se gripper du fait du coronavirus. L'ensemble du secteur des transports aériens traverse des zones de forte turbulence. Des compagnies voient leurs ailes plombées par virus grippal. En France, par exemple, l'État a dû mobiliser plus de 7 milliards d'euros de crédit pour sauver sa compagnie nationale, Air France, du crash financier. Au Burkina Faso, l'État n'a pas encore réagi. En attendant, la compagnie attend impatiemment la réouverture des voies aériennes pour retrouver ses couleurs et renouer avec une dynamique de développement entamée depuis 2017. L'acquisition de nouveaux aéronefs en 2018 et 2019 avait permis à la compagnie d'élargir ses dessertes, dont l'instauration de vols domestiques quotidiens entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, mais aussi atteindre un chiffre d'affaires de 18 milliards de francs CFA. C'est un effort à recommencer avec la crise du coronavirus. C'est aujourd'hui 18 mai qu'ont débuté les contrôles du port des masques au Burkina Faso. Depuis ce matin, donc, police et gendarmerie sont à pied d'œuvre à cet effet. Il s'agit à ce stade d'arrêter et de sensibiliser les contrevenants. Et le ministre de la Sécurité s'est prêté à l'exercice ce matin même à travers une sortie dans les artères de Ouagadougou. Gilles Dasda et Benjamin Kwame. En plein cœur de Ouagadougou, une scène de contrôle singulière. En fait de contrôle, il s'agit d'une séance de sensibilisation au port des masques rendue obligatoire. Et en ligne de front pour mener cette bataille, le ministre de la Sécurité himself. Ici, au rond-point jouxtant le marché Boissiaré,
la mesure semble respectée, mais il existe encore quelques brebis galeuses, des personnes qu'il faut convaincre par les mots, suivies aussi de distribution de cache-nez. Et la vue du dispositif est si convaincante que certains en perdent leur sens. Puis le cortège se met en route, direction les abords du barrage de Tanguin. Au premier rang toujours, Ousseini Compaoré essaie de repérer les contrevenants à la mesure. Certains tentent de se fondre dans la masse, mais c'est peine perdue. La sortie du ministre de la Sécurité et de ses agents rentre dans le cadre du port obligatoire du masque et du cache-nez. En dehors de cela, il est de notre devoir, comme il est du devoir de tous les Burkinabés, de participer en appliquant les mesures de distancement, les mesures qui contribuent à interrompre la chaîne de contamination. Les forces de défense et de sécurité aussi contribuent à leur manière, pas seulement en faisant des contrôles, mais aussi en sortant, en sensibilisant. En tout cas dans la ville de Ouagadougou, les Burkinabés ont pris conscience de l'utilité et du fait qu'il est indispensable de porter le masque. Ceux qui ne le portent pas, moi je dirais, je donnerais à peu près 80% des gens portent le masque. Il y a à peu près, on va dire 10% qui l'ont dans leur sac. Et puis les 10 autres ne l'ont pas ou ils l'ont oublié à la maison. Je pense que c'est un très très bon début. Pour la suite des événements, à quel type de sanctions devrait-on s'attendre quant aux contrevenants? On ne peut pas dire que des sanctions ne sont pas prévues. Les sanctions seront toujours prévues. Comme dans toute interdiction, celui qui viole la loi doit être sanctionné. Mais je voudrais répéter que l'objectif n'est pas de sanctionner. L'objectif est d'interrompre la chaîne de transmission. Pour les personnes dépourvues de masque, la raison est toute trouvée. Parce que je n'ai pas l'argent pour payer, c'est cher. Pour ça, quand j'ai gagné comme ça là, je vais me protéger maintenant. Désormais, je vais me protéger. Et le ministre de rassurer que la lutte contre le coronavirus n'occulte pas celle contre le terrorisme. Une pandémie comme celle-ci est considérée comme une affaire de sécurité nationale. D'autant qu'aujourd'hui, nous luttons sur le front et nous continuons de lutter avec la même ardeur sur le front du terrorisme. Nous allons déployer des efforts sur tous les deux fronts et moi, ma conviction, lorsque je vois les Burkinabés se comporter en responsables, je suis convaincu que nous allons gagner. La phase de sensibilisation devra encore se poursuivre jusqu'à demain mardi, de sorte que les Burkinabés adoptent le masque pour éviter qu'on en arrive aux sanctions. C'était bien un reportage de Gilles Dasda et de Bachirou Sawadogo. Et dans cette course effrénée contre la montre dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, un archevêque camerounais sort le grand jeu. C'est l'archevêque de Douala qui présente son remède contre la Covid-19. Il s'agit d'un breuvage à base de plantes médicales proposé par Monseigneur Cléda, qui se présente sous la forme de gouttes à prendre diluées dans de l'eau plusieurs fois par jour. L'archevêque refuse d'en dévoiler la composition, mais assure avoir constaté qu'il soulage rapidement les symptômes des patients qui le prennent. Ces affirmations de l'archevêque suscitent de l'engouement d'une partie de l'opinion, mais aucune donnée scientifique ne vient les étayer pour le moment. Et pour l'heure également, aucun traitement n'a prouvé son efficacité contre la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé assure ne pas être opposée à la médecine traditionnelle, mais elle insiste sur la nécessité de soumettre chaque produit à des essais cliniques rigoureux afin de s'assurer de leur efficacité. L'OMS qui justement envisage mener une enquête sur la réponse à cette pandémie. Lors de la première réunion virtuelle de son histoire qui a eu lieu aujourd'hui,
L'Organisation mondiale de la santé a assuré qu'une enquête indépendante sur la réponse apportée à la pandémie de coronavirus sera ouverte. La réunion va se poursuivre demain pour la 73e Assemblée de l'Organe des Nations Unies. Des questions seront soulevées sur la manière dont l'OMS et ses membres ont géré la propagation du virus qui a tué à ce jour plus de 300 000 personnes dans le monde et infecté plus de 4,5 millions de personnes depuis son apparition en Chine en décembre 2019. Il faut également noter que la réunion a lieu dans un contexte de récrimination entre la Chine et les États-Unis au sujet du virus. Toute autre chose à présent, en Pali, le bienfait n'est jamais perdu en langue Gulmachema, un autre nom de règne à tenir pour le royaume du Gulmu. Ampali est désormais le nom de Tigui Mohamed Chombiano, second roi du Gulmu. Il a été intronisé ce lundi même dans la cour de ses ancêtres à Fadangourma et c'était en présence de Benjamin Kwame qui retrace le scénario de son intronisation depuis la ville de Fadangourma. Regardez. C'est ici, dans cette cour, qu'est resté depuis près d'une semaine Tigui Mohamed Chombiano, désormais Sa Majesté Ampali. Après son élection par un conseil de sages. Il est 7h30, tout s'affaire pour une sortie majestueuse. Le cheval du roi est prêt et l'attend. Les danseurs traditionnels donnent aussi de la voix. Le temps est donné, il faut sortir de la cour d'accueil. Il est enfin vu par ces sujets qui expriment leur joie. Direction à présent le palais royal. Derrière Ampali, une foule immense qui visiblement témoigne son soutien à cet autre roi du Gulmu. Des manifestations de joie et d'allégresse, tous s'empressent pour le voir de plus près. À quelques mètres du palais royal, c'est l'euphorie, des parades à moto. À cheval et même en voiture, laissant aux yeux de la grande assistance des nuages de poussière. Nous y voilà dans le palais royal, direction la case de son baptême en tant que roi. Les rituels démarrent. D'abord, il est présenté une calebasse de lait frais de vache, mélangée à du miel et du mil. Une incantation est faite pour marquer la postérité et la protection dans la royauté. Un poulet blanc est aussi immolé. Ensuite, la même scène, cette fois hors des cases et devant toute la communauté, un bélier est aussi immolé, puis un taureau. Le sang est aspergé à même le sol, marquant ainsi le territoire de leur empreinte. Et pendant ce temps, les ministres du royaume ayant porté le choix sur Ampali sont ici. Au nombre de 10, dans cette case, ils sont venus exprimer leur soutien au fils de Youabili. Une autre étape, et non des moindres, les actes d'allégeance, signe de reconnaissance et d'appartenance au règne de Ampali. Ampali, assis sous cette case où s'y tiendront désormais le conseil du royaume, reçoit pour cette étape d'allégeance la famille maternelle, Onaja, princière et bien d'autres. Ampali est intronisé en tant que roi du Gulmu, incarnant la paix et la cohésion. Mohamed Chombiano, le désormais ex-deuxième adjoint au maire de Fada, devra gérer le royaume du Gulmu qui prend en compte l'ex du Burkina Faso, la plus grande région du pays. Tous l'attendaient impatiemment. Ce n'est qu'hier qu'elle a de nouveau été dévoilée. Vous l'aurez sans nul doute deviné. On parle à présent de la statue de bronze de l'ancien président Thomas Sankara qui avait été retirée du Conseil de l'Entente pour correction en mars 2019. Elle est fin prête et a été dévoilée ce dimanche. Allons donc pour une redécouverte de la nouvelle statue du révolutionnaire Thomas Sankara avec Ahmed Nanema et Constantin Sieda. C'est ici au Conseil de l'Entente qu'est dévoilée de nouveau au grand public la version corrigée de la statue représentant le président feu Thomas Sankara.
géante de 5 mètres, entièrement réalisée en bronze, patinée via la technique de la scie perdue. Elle se repose sur un socle en béton de 3 mètres de haut, en forme pyramidale à 4 faces. Sur chacune des faces sont sculptés les bustes des 12 compagnons d'infortune du père de la Révolution au Burkina Faso, formant ainsi un monument de 8 mètres avec un poids estimé à 13 tonnes. Je retiens ce qu'ils ont dit de Rawlings ici, qui dit ça va être difficile de dire qu'on peut reproduire Thomas Sankara à 100%, mais ce qui est là, ça représente Thomas Sankara et c'est ça l'essentiel. Et c'est pourquoi beaucoup de ministres sont présents ici pour représenter le gouvernement qui a soutenu fortement ce projet et qui le soutient toujours. La famille Sankara se dit honorée de voir l'érection de ce simulacre. C'est au nom de la famille et on dit merci aux autorités et toutes ces personnes qui ont eu l'honneur de nous inviter, afin d'honorer le mémoire de notre grand frère. Vraiment, on dit merci beaucoup à toutes ces personnes. Quant au gouvernement, il promet ne ménager aucun effort afin d'aboutir à un ouvrage qui fasse la fierté du peuple burkinabé. Le gouvernement est fortement mobilisé derrière ce projet et donc ne ménagera aucun effort donc, pour soutenir le comité international afin qu'on arrive donc, à un mémorial digne de ce nom et qui soit à la hauteur donc, de l'illustre homme qui est le capitaine Thomas Sankara. Le concepteur et réalisateur de l'image taillée de l'une des figures les plus emblématiques d'Afrique présente ses excuses pour les ratés de la toute première exposition. Quand on parle de la statue de Thomas Sankara et on lit un nom, j'assume. C'est Jean-Luc Bamaret qui l'a fait puisque je suis le chef de cette entreprise. Donc, à travers tout ce système, il y a eu beaucoup de choses. Donc, je présente au nom de toute cette équipe toutes nos excuses pour les imperfections qui se sont réalisées à la première phase et surtout pour le choc que ça causait aux camarades vraiment convaincus et convaincants. La sculpture intégrale de Thomas Sankara est évaluée à un coût de 150 millions de francs CFA, réalisée au Burkina Faso par une cinquantaine d'ouvriers. Le 2 mars 2019, les Burkinabés ont été choqués de découvrir une œuvre représentant leur idole, mais n'ayant aucun trait de ressemblance avec ce dernier, ce qui a conduit à des réajustements, donnant ce nouveau résultat qui fait déjà l'objet de critiques. Retour à l'est du Burkina Faso où la situation sécuritaire reste préoccupante. Hier nuit, dans la commune de Boutou, dans la province de la Tapoa, des hommes armés ont incendié le poste forestier, le commissariat, la douane et la mairie, rapporte l'agence d'information du Burkina. Sachez également qu'à cause de la forte dégradation de la situation sécuritaire, seule la mairie parmi ses services était encore fonctionnelle. Dans l'actualité également, nous parlons de l'essor des télécoms au Burkina Faso. Les technologies de l'information et de la communication ont connu une forte croissance lors de la dernière décennie. Les TIC ont également permis de mettre au jour des dynamiques. De nombreux exemples montrent que les technologies de l'information se sont imposées dans l'accompagnement des mutations à l'œuvre au Burkina Faso. Comme vous le verrez dans cet entretien de LCA, avec le président de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, M. Tontama Charles Milogo. Suivez plutôt. Bonjour, M. Charles Milogo. Est-ce que vous pouviez nous donner le nombre des Burkinabés qui utilisent aujourd'hui un téléphone portable et le nombre de ceux qui utilisent Internet? C'est reprécisé avec l'événement que nous vivons en ce moment. Il faut dire qu'au niveau donc, du secteur des communications électroniques et comment dirais-je, pour ce qui est de la téléphonie mobile, nous enregistrons aujourd'hui un total d'environ 19 millions de cartes SIM. Les cartes SIM, en fait, qui, on pourrait le dire, correspondent donc au nombre de Burkinabés qui détiennent un téléphone portable. Mais il faut le dire que nous sommes dans un environnement multi-SIM. Multi-SIM, en fait, où
il est commun qu'un abonné, à lui seul, possède plusieurs SIM. Et nous avions réalisé une enquête qui montre qu'en moyenne, un abonné détient à peu près 3 SIM. Donc, ce qui fait qu'il y a 19 millions de cartes SIM qui sont sur les marchés. Et si on s'en tient à cette moyenne qui est d'environ 3 SIM, on est à environ 6 millions de Burkinabés qui détiendraient un téléphone portable, donc qui utilisent les services de téléphonie mobile. Pour ce qui est de l'Internet, l'Internet est essentiellement mobile également. Et à ce niveau, nous dénombrons à peu près 6 millions. Mais il faut le dire que là-bas, les enquêtes n'ont pas pu identifier pour dire quel est le nombre de SIM à peu près qu'un Burkinabé détient pour faire de l'Internet. À présent, nous allons aborder la question de la poussée mobile banking. On aimerait savoir quel est le volume des transactions monétaires qui transitent par les téléphonies mobiles et autres systèmes de paiement électronique. Merci pour cette question assez pertinente sur cette question du mobile money, qui revient dire encore en quoi les TIC sont un vecteur de croissance et qui est un support aux autres secteurs de l'économie. Parce que là, en fait, effectivement, c'est le mobile qui est utilisé pour offrir des services financiers et donc qui peut participer pleinement donc à l'inclusion financière. Malheureusement, dans notre arsenal juridique, l'autorité de régulation des communications électroniques n'a pas compétence sur les mobile money. Donc, ce qui ne nous permet pas donc d'avoir les données statistiques que vous demandez. Donc, dans notre cas, je suis vraiment désolé, ça ne relève pas de nos compétences, ce qui ne nous permet pas d'avoir les informations nécessaires et répondre. Si nous les avions, ça aurait été vraiment volontiers pour nous de pouvoir vous répondre. C'est vrai que nous sommes malheureusement souvent interpellés par les différents acteurs, mais bon, pour l'instant, ça ne fait pas partie de nos champs de compétences. Mais, Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire quel est le chiffre d'affaires quotidien et annuel des compagnies de téléphonie mobile? Oui, le chiffre d'affaires des compagnies mobiles, il est assez significatif quand on rapporte quand même à d'autres secteurs d'activité. Il faut le dire, le chiffre d'affaires annuel moyenne, bon, si je regarde les 2-3 dernières années, c'est autour quand même de 360 milliards en termes de chiffre d'affaires. L'année dernière, les opérateurs ont acquis des licences et le coût de la licence est de 80 milliards. Et l'année dernière, il y a 2 opérateurs qui ont acquis ces licences, donc fait un total de 160 milliards pour le budget de l'État. Et le 3e opérateur, Satel, normalement à la fin de cette année, il devrait aussi acquérir cette licence, ce qui est assez significatif. Et quand on regarde les benchmarks faits au niveau de l'Union internationale des télécommunications, de la CEDEAO ou même de l'UEMOA, le Burkina quand même est en bonne place. Que rapportent les téléphonies mobiles au budget de l'État? L'apport est significatif au regard des statistiques. Quand on regarde. Du reste, pour votre information, nous sommes en train de mener actuellement une étude pour évaluer la contribution donc, au niveau fiscal. Et les premiers résultats que nous avions, parce que c'est un benchmark que nous sommes en train de réaliser pour voir les secteurs de communication électronique et des postes, comparé aux autres secteurs d'activité, notamment la banque, les mines, les secteurs de communication électronique au Burkina, comparé aux autres pays de la sous-région. Des premiers résultats que nous avions, en tout cas je vous l'ai dit, ça reste encore provisoire parce que bon, l'étude est en cours, ça montre que la contribution aux recettes fiscales des secteurs des télécommunications représente à peu près 10%. Celui des banques est autour de 7% et celui des mines est autour de 12%. Donc, ce qui se situe pour dire en quoi donc, la contribution du secteur des télécommunications au budget, des recettes fiscales, pas au budget, des recettes fiscales est assez significative. Au-delà de ça, donc du chiffre d'affaires qu'on a donné, des recettes fiscales, il faut aussi signaler la contribution en termes d'investissement. Parce qu'il faut le dire que c'est un secteur hautement capitalistique.
donc nécessite beaucoup de capitaux, beaucoup d'investissements, et les niveaux d'investissement, comment dirais-je, l'année dernière s'élevait à peu près à 60 milliards d'investissements, ce qui est aussi énorme. Merci, Monsieur Tontama Charles Milougo. Et on referme cette édition avec une triste nouvelle. La communauté musulmane ivoirienne, frappée par le décès de son cheikh Ahmad Boukari Fofana, le premier guide religieux de la communauté musulmane et président du Conseil supérieur des imams, a tiré sa révérence ce dimanche suite à la Covid-19. Cheikh Boukari Fofana est l'un des artisans de la réforme des écoles et des universités confessionnelles islamique en Côte d'Ivoire. Ces 4 dernières années, il a apporté sa pierre à l'édification d'une communauté musulmane solidaire, organisée et dotée d'un bon capital humain. Ces actions ont sans doute marqué sa communauté. En tout cas, un homme exemplaire ne meurt jamais, disait Claude May. Voilà qui met fin à cette édition de 20h de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.